Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des sprinteurs de ce Tour de France. On va revenir un petit peu sur qui est au départ, les favoris, les outsiders, les surprises, les hommes invisibles. Les équipes absentes également au départ de ces différentes étapes. On parlera également du règlement. Du côté du maillot vert, hein, vous savez qu'il y a un règlement spécifique au niveau des points, permettra voilà, de vous donner un petit peu la manière de faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. TikTok, les shorts, juste après la fin des étapes notamment. Peut-être que parfois, quand il se passera quelque chose de très important, je pourrais peut-être faire une petite vidéo en cours de journée. Mais normalement, ce n'est pas prévu. Contrairement aux Jeux Olympiques où il y aura beaucoup de vidéos. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Si vous voulez soutenir également mon travail, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite cette vidéo avec les meilleurs sprinteurs. Je rappelle déjà le programme pendant ces 3 semaines de Tour de France masculin. Et ça sera peut-être pareil pour le Tour de France femme, mais comme il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, pas si sûr que ça, mais normalement, 7 heures, présentation de l'étape du jour, 21h vers 21h, hein, vous savez, la connexion Internet est toujours capricieuse. J'ai récupéré l'Internet, parce que ça, je n'avais pas dit que j'avais récupéré l'Internet par Orange, parce qu'ils ont mis quand même 11 mois à remettre une ligne Internet. Mais attendez, petite blague, comme ils vont m'installer la fibre dans, on va dire, je pense septembre, peut-être octobre. Parce qu'en fait, ils sont en train d'amener les câbles et ils ont même fait une tranchée sur 100 mètres. Tout passe en aérien et il y a 10 mètres de tranchée, personne ne comprend. La mairie ne comprend pas, personne ne comprend pourquoi c'est pas tout en souterrain ou tout en aérien. Il y a 10 mètres de tranchée. Bon, ils ont fait 10 mètres de tranchée, c'est la magie française. Mais Orange s'est dit, bah, comme ils vont bientôt avoir la fibre et comme il n'y a plus que les hameaux, parce que dans ma commune, c'est quelques hameaux qui n'ont pas la fibre. En fait, la commune principale a la fibre depuis 3 ans. Quasiment un truc comme ça. Sauf que les hameaux n'avaient pas la fibre. Et comme il y a eu tellement de problèmes techniques avec la DSL sur les 2 dernières années, que même les gens qui ne voulaient pas de fibre sont passés à la fibre. Donc il n'y a plus personne qui est sur la DSL, même dans la commune principale. Et donc ils se sont dit, bah, au lieu de les réparer avec des câbles normaux, on va les réparer avec des câbles plus petits qu'avant. Donc j'ai une connexion. Avant j'avais 2 mégabits, ce qui était déjà pas fou, hein. Maintenant j'ai une connexion de 1,3 mégabits, 1,4 mégabits. Voilà, donc là où vous dites c'est un foutage de gueule, et pas du tout, pas du tout, c'est la magie d'Orange, c'est la magie des réparations de France, parce qu'en fait, comme la DSL ne se fait plus, et la taille de câble qu'on avait n'existe plus. Donc ils ne se sont pas dit, bah tiens, on va les dédommager, ou je sais pas, on va faire une bidouille, non, on met moins fort. Donc nous on pensait qu'on avait encore un problème technique sur la ligne, et en fait il y a un technicien qui est venu, il a dit ah non, pas du tout, en fait ils ont réparé avec des câbles plus petits. C'est sympa en plus d'être obligé d'appeler un technicien pour juste savoir une information qui aurait pu être transmise par téléphone. Orange. Ma grande passion pour les entreprises internet. Hein. Bon, du côté de ce Tour de France, donc, comme j'ai dit, 7 heures, présentation des étapes, 21h débrief, en fin de semaine. Donc le jour de repos, eh bien, on fera un débrief de ce qui s'est passé pendant la semaine, mon avis pendant la semaine. Voilà. Et puis, il y aura bien entendu des sondages comme sur le Giro. Ça, c'est prévu. Il n'y aura pas de départ fictif par manque de temps. Tout simplement, parce qu'un départ fictif, en fait, ça prend du temps pour trier les questions. Maintenant, vous êtes quand même pas mal sur la chaîne. Il y a pas mal de questions, et donc ça prend un petit temps pour trier les questions. Pour organiser aussi la vidéo en montage, bon, ça prend un petit temps, surtout que les vidéos souvent sont longues. C'est plus d'encodage que ça prend de temps que de montage, mais voilà, c'est pour ça que là j'ai été un petit peu à court de temps pour faire un départ fictif. Par contre, demain il y aura un épisode du maintien. Ça c'est prévu, ça sera fait, on parlera de la situation du côté du classement UCI, notamment de la belle remontée de la Uno X.
Pour revenir du côté des sprinters, alors le classement du maillot vert, comment ça se passe le classement du maillot vert? Je rappelle qu'il y a des points sur un seul sprint intermédiaire, c'est un peu plus facile que sur le Giro, il y a un seul sprint intermédiaire. Chaque sprint intermédiaire donne 20 au vainqueur et les 15 premiers remportent des points, donc ça fait 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, ainsi de suite jusqu'à 1. Ensuite, on a différents types d'étapes. Vous avez les étapes en ligne dites sans difficulté, les étapes, on va dire, pour sprinter. Dans ce cas-là, le vainqueur remporte 50 points, le deuxième 30 points, 20 points, 18 points, ainsi de suite jusqu'au 15 premier, le 15e remportant 2 points. Vous avez ensuite les étapes dites de parcours accidenté, donc en fait là c'est les parcours qu'on appelle coefficient 1 et 2. Vous avez le coefficient 3, donc on va dire c'est des étapes vallonnées. Voilà, vallonnées, je pense l'étape des chemins blancs doit être en coefficient 3. L'étape numéro 2, par exemple, doit être coefficient 3. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus 50 points pour le vainqueur, c'est 30 points pour le vainqueur, 25, 22 pour les 3 premiers, et ainsi de suite, jusqu'au 15e qui reçoit encore 2 points. Vous avez les étapes dites de montagne, haute montagne, ce qu'on appelle les coefficients 4 et 5 en termes un petit peu techniques. Là, c'est seulement 20 points pour le vainqueur, 17 pour le deuxième, 15 points pour le troisième. Donc, c'est-à-dire que le sprint intermédiaire apporte autant de points que le vainqueur de cette étape. Et vous avez donc le même classement que pour les sprints intermédiaires, donc 1 point pour le 15e. Et puis vous avez les contre-la-montre, et les contre-la-montre, ça rapporte autant de points qu'une étape de montagne, en sachant qu'il n'y a pas de sprint intermédiaire sur un contre-la-montre. Les points intermédiaires ne font pas office de sprint du côté d'un contre-la-montre. Ça a été le cas, je crois, sur certaines courses à une époque où les temps intermédiaires étaient parfois considérés comme des sprints intermédiaires, ou comme on peut l'avoir parfois sur des classements montagne. Donc, on se retrouve voilà, dans cette situation là. Normalement, il n'y a pas d'ex-aequo sur une étape. Et donc, c'est le nombre de victoires d'étape qui permet de départager en cas d'égalité. En 1, c'est le nombre de victoires d'étape. Puis, le nombre de victoires dans les sprints intermédiaires. Et enfin, le classement général. Donc, celui qui sera le mieux classé au général, qui permet de diviser. Voilà, si on a 2 égalités au point, normalement, ça ne devrait pas arriver sur ce Tour de France. Après ce petit point de règlement, on va passer aux favoris. Premier favori du côté des sprints, bien entendu, l'homme qui domine un petit peu les sprints, à part quand il y a Tim Merlier, mais qui n'est pas présent au départ, Tim Merlier, eh bien c'est Jasper Philipsen. On parlait de l'armada UAE. On a quand même une belle armada Alpecin pour les sprints autour de Jasper Philipsen. On a l'équipe type avec Van Der Poel, bien entendu, Rickaert, Axel Laurence, le Français qui fera son premier Tour de France, Gianni Vermeersch, qu'on a vu très performant notamment à Paris-Roubaix, Robbie Guise, Sylvain Didier et Søren Kragh Andersen, qui on sait est un équipier important autour de Mathieu Van Der Poel et de Jasper Philipsen. Autant vous dire que là, on mise énormément sur Jasper Philipsen. Comme l'année dernière, je pense que Van Der Poel devrait être le poisson pilote de Philipsen. Je ne pense pas que ce soit Axel Laurence qui ait ce rôle-là. Mais ça, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il y aura... Voilà, on en parlera après le premier sprint. Lundi. Mais du côté d'Alpecin de Koninck, oui, on sait que c'est une équipe qui mise 100% sur les sprints. On l'a vu avec Cadengrove sur le dernier Giro. On savait qu'ils avaient emmené que Cadengrove sur le Giro. Donc on savait que sur le Tour de France, ça allait être la grosse équipe avec Philipsen, avec Van Der Poel. Philipsen qui aura pour objectif de remporter un nouveau maillot vert après celui de l'année dernière. Je pense qu'il doit être content de ne pas avoir Merlier dans les pattes. Parce que Merlier a l'air quand même d'être rentré un petit peu dans sa tête à Jasper Philipsen, qui vient de renouveler son contrat. Donc il a un contrat jusqu'en 2028. Il y avait des doutes du côté de Jasper Philipsen. On nous parlait notamment d'un potentiel retour chez UAE. On nous disait UAE veut le récupérer. UAE veut mettre l'argent autour de Jasper Philipsen. Sauf que je pense que Jasper Philipsen a bien compris que UAE
Problème, vous êtes obligé de partager la tête d'affiche avec un leader, et on voit avec Molano, comme on avait avec Gaviria, c'est quand même très compliqué d'être sprinter chez UAE, et Jasper Philipsen l'a déjà fait, et il a su que c'était compliqué d'être sprinter chez UAE, c'est difficile d'avoir les meilleures courses. S'il était chez UAE, il n'irait pas sur le Tour de France, par exemple. Et on parlait peut-être de d'autres équipes, mais au final, ça n'a pas dû se faire. Je pense aussi le fait d'avoir des avantages avec le Canyon. On sait que le Canyon est très aéro et très performant, ce vélo de route. Voilà, ça a peut-être joué aussi du côté de Jasper Philipsen, le matériel, et le fait qu'il a l'air de se sentir bien dans cette équipe, qu'on lui donne les clés pour cette équipe, qu'un Van Der Poel se met à son service, ce qui est quand même pas anodin. Bah, le problème de Jasper Philipsen, c'est que forcément, pour avoir le statut de leader sur les classiques, ça reste compliqué. Ce qui aurait été l'avantage de UAE, et encore, parce que vous aviez forcément Pogacar dans les pattes, là sera un désavantage pour Jasper Philipsen pour Paris-Roubaix. Mais bon, en même temps, tu domines aussi sur les sprints, tu veux augmenter ton nombre de victoires. Aujourd'hui, il est déjà à 46 victoires en carrière, hein, ce qui est quand même pas anodin. Surtout qu'il a que 26 ans, Jasper Philipsen, donc c'est quand même ça qui est assez exceptionnel. Et il va vouloir continuer sa moisson de victoire sur le Tour de France. Il en est déjà à 6. Alors on est loin des 34 pour le moment de Cavendish, mais bon, c'est déjà bien embarqué. Hein, parce qu'il lui suffirait là encore de 7 Tours de France, 8 Tours de France. Donc 7-8 Tours de France, ça nous emmène quoi à 34, 33, 34 ans. S'il continue, on va dire, sur ce rythme-là, hein, de nombre de victoires, 33-34 ans, c'est jouable, hein, pour un sprinter. Hein. Donc c'est ça qui va être intéressant. Mais il y a une grosse équipe autour de lui. C'est quand même un coureur qui a déjà remporté en cette année 2024 4 victoires en seulement 22 jours de course, parce qu'il a assez peu couru, Philipsen. Puis il a fait des classiques. Hein. Je rappelle qu'il avait repris sa saison. C'était sur le Omloop Etniesblatt. Il a remporté Milan-San Remo, il a remporté 2 Bruges de Panne, deuxième de Paris-Roubaix, deuxième du Chel des Prages. Après 2 mois de pause, il est revenu sur le Tour de Belgique, il remporte une étape malgré Tim Merlier. Sur les championnats de Belgique, bon, il est tombé sur un très fort Arnaud Delis, mais Jasper Philipsen, forcément, là, la grosse équipe autour de lui. Donc c'est un coureur qui sera extrêmement dangereux pour la gagne. Deuxième... pour moi, favori de ce que j'ai vu ces derniers temps du côté des sprints, en sachant qu'il n'y a pas non plus 150 têtes d'affiche, hein, du côté des sprints. C'est vrai qu'on sent qu'il y en a quand même pas mal qui sont venus sur le Tour d'Italie et un peu moins viennent sur le Tour de France, avec un début de course qui, c'est vrai, faisait peur. Hein. Ces 4-5 premiers jours de course, on se disait, putain, il y a beaucoup de sprinteurs qui ont dû se dire, est-ce que je vais les passer, est-ce que je vais réussir à m'en sortir. Donc ça a peut-être fait peur à certains coureurs. Donc deuxième favori pour moi, c'est Arnaud Delis. De ce que j'ai vu depuis quelques temps, Arnaud Delis, il est quand même lui aussi très très en forme, très performant. Arnaud Delis, là aussi avec une équipe à son service, hein. Parce que certes vous avez Van Gils et Brent Van Moor, mais bon, je pense qu'ils travailleront pour Delis. On sent qu'en plus il arrive à fédérer Arnaud Delis, il arrive à fédérer autour de lui. C'est une équipe pour moi qui travaillera pour Arnaud Delis. Le seul problème pour moi, c'est le train final pour Arnaud Delis. C'est-à-dire que Arnaud, il a un train final qui est moins performant que le train final de Alpecin, moins performant aussi, je pense, que le train final d'une équipe comme Jayco Alula, d'une équipe comme Lidl Trek aussi. Donc c'est peut-être là où ça va pêcher pour Arnaud Delis, parce que voilà, on a quand même emmené aussi des grimpeurs. C'est vrai que l'auto ne faisant que 2 grands tours dans la saison, il fallait aussi essayer d'avoir quelques grimpeurs. On ne pensait pas que Van Gils n'irait pas sur le Tour de France. Alors, il fera aussi le Tour d'Espagne, hein, Maxime Van Gils. Mais c'est vrai que je pense que vraiment sur ce Tour de France, l'objectif numéro 1, ça sera Delis. Les Van Gils et autres auront un autre objectif qui s'appellera le Tour d'Espagne, où là on jouera peut-être un peu plus le général, hein, du côté de la Lotto, par rapport à ce qu'on fait en ce moment sur ce Tour de France, avec du Moniquet, avec du Van Hoek. Ce sera peut-être un petit peu différent, et donc il faudra vraiment se méfier d'Arnaud Delis, qui en ce début de saison a certes eu la maladie de Lyme, mais qui depuis qu'il a été infecté
par la maladie de Lyme est quand même hyper impressionnant. Moi, quand il gagne le Trobro-Léon, c'est vraiment une masterclass au niveau physique, pas du tout en termes de stratégie, mais au niveau physique. Sur le circuit de Wallonie, il a été aussi assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'il est passé un petit peu à côté sur le Tour de Suisse. J'ai bien passé un petit peu à côté. Le Tour de Suisse, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les sprinteurs, il faut bien le dire aussi, sur cette épreuve. Mais bon, le Tour de Belgique, il le remporte. Enfin, les championnats de Belgique, il les remporte. Mais vraiment, il a dominé le sprint sur ces championnats de Belgique. Face à Philipsen, Meus, Thibaut Nice, Van Aert, Merlier. C'est ça le top 5. Hein. Avec un énorme travail, il faut dire, de son équipe aussi, qui a très très bien maîtrisé. Mais voilà, Dely, pour moi, il est en capacité d'aller faire un très bon résultat sur ce Tour de France. Malgré le fait que ça sera son premier grand tour, qu'il découvrira les grands tours. Mais c'est un coureur qui est hyper puissant. C'est un coureur qui a cette force-là. Et je pense que dans beaucoup de sprints, Dely, il est capable de jouer avec Philipsen. Et puis le fait d'avoir battu Philipsen, ça fait aussi du bien à la tête. Tu te dis, je peux battre les meilleurs. Alors il aura peut-être du mal sur les 2 premiers sprints. Et ensuite, je pense que, parce qu'en plus, il connaît assez peu l'Italie. Au final, il n'a pas couru 100% tant de fois que ça en Italie. Par contre, Dely en France, oui, je pense que ça va être costaud. Dès l'étape 5, il faudra s'attendre à ce qu'on ait du grand Dely. Il faudra vraiment faire attention à lui. C'est pas un coureur qui a des soucis avec le kilométrage. C'est un coureur qui passe quand même plutôt bien les bosses aussi. Donc c'est un coureur qui va être très dangereux. Troisième favori pour moi et dernier favori, c'est Mats Pedersen. Qui a dominé le début de saison, Mats Pedersen, ça il faut le dire. Pendant très longtemps, c'était le coureur qui avait le plus de victoires. Je ne sais plus si c'est encore le cas. Du côté de Mats Pedersen, vainqueur d'une étape sur le Dauphiné, ce sprint à 5% sur Soule qui est un petit peu compliqué, un petit peu touchy. Vainqueur également d'une étape sur Gand, Wevelgem, 3e de Paris-Roubaix, derrière les 2 ogres de la Alpecin, il ne pouvait rien faire. Vainqueur du Tour de la Provence, vainqueur également de l'Étoile de Bessèges. Et puis 2 fois 2e sur Paris-Nice du côté des sprints, 4e également de Milan-San Remo. Mats Pedersen avec là aussi une belle équipe autour de lui. Alors certes on enlève Verona et Ciccone qui joueront la montagne, mais derrière on a mis Stuyven, Julien Bernard, Guy Bons, De Klerk, Skeins. Donc on sait que dans le final ça va vraiment rouler très fort et ça va être en capacité de l'emmener correctement. Mats Pedersen, donc ça va être un coureur qui va être très dangereux. Pour le moment, on est à 8 victoires. Voilà, cette saison en 31 jours de course effectuée. Donc c'est-à-dire qu'il a gagné déjà plus de victoires qu'en 2023. Il n'y a que 2 saisons où il avait fait mieux. C'était en 2013, mais bon, à l'époque, il était chez les cadets peut-être, même pas chez les juniors. Il devait être en U15, un truc comme ça. Je sais pas quel âge il a, Pedersen, j'ai oublié de marquer. Et donc en 2013, voilà, il avait gagné 12 victoires en 26 jours de course. Et il faut remonter chez les professionnels à 2022, où il avait gagné 10 fois, mais en 82 jours de course. Donc il avait beaucoup couru sur cette année-là. Donc c'est un coureur qui va être dangereux. Mats Pedersen, en 2013, donc il avait 18. Voilà. À l'époque, il était chez Roxald Junior. Voilà. C'était avant de passer chez les pros avec Cult Energy en continental. Donc oui, c'est un coureur qui reste très, très dangereux, qui est un coureur qui est très intéressant. Mats Pedersen, qui est en plus avec une grande confiance. Alors certes, il n'a pas toujours battu les meilleurs sur ses sprints, mais il a gagné énormément. Donc c'est vrai qu'il arrive sur ce Tour de France plutôt en pleine confiance. En plus, il a gagné sur le Dauphiné. Il a fait également un gros travail d'équipier sur le Dauphiné, parce que c'est vrai qu'il a énormément bossé. Bon, sur les championnats du Danemark, il a pris la 8e place. Bon, ça a été un peu derrière. Il s'est fait piéger par le groupe de 4 avec le coureur de l'équipe développement de Decathlon. Et il fait 3e, 4e du sprint du peloton, derrière Magnus Kort, derrière Andresen, Salby pour ce sprint-là, en sachant qu'il était tout seul, je crois, du côté de la Lidl Trek. Il y avait personne, il y avait que Skelmose, voilà, avec lui.
Eskelmose qui n'était pas dans la forme de sa vie, hein, tout simplement parce qu'il est en phase de reprise. Il a fait le Tour de Suisse où voilà, il était peut-être pas fantastique. Puis lui, son objectif, c'est surtout la Vuelta et les Jeux Olympiques. Il fera contre la montre et la course en ligne. Eskelmose, ça pourrait être un coureur très dangereux, bien, sur la course en ligne. Mathias Eskelmose, il faudra faire attention à lui, hein, Eskelmose, sur cette épreuve en ligne. Donc voilà, oui, Mats Pedersen, du solide, il faudra faire attention à lui. On en a beaucoup parlé en début de saison, on en parle moins maintenant de Mathias Eskelmose, mais ça reste, oui, un coureur qui est extrêmement dangereux pour le moment, pour aller jouer un bon classement du côté du maillot vert. On poursuit du côté des sprinters avec les outsiders. Le premier outsider, c'est Dylan Groenewegen. J'ai même hésité à le mettre parmi mes favoris, Dylan Groenewegen. Le problème, c'est que du côté de Dylan Groenewegen, je n'ai pas assez vu de sprint auquel il a participé ces derniers temps. C'est-à-dire que j'ai vu les arrivées sur Twitter, hein, comme beaucoup. Mais je n'ai pas forcément vu la course en intégralité, la préparation du sprint. Oui, en plus ils ont changé de maillot chez Jayco Alula, donc je l'avais perdu. Mais c'est vrai que j'ai pas vu forcément ses résultats sur le Tour de Slovénie. Voilà, j'ai vu que la fin du sprint. J'ai vu par contre qu'il a tendance désormais, Groenewegen, alors c'était déjà le cas avant, mais c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup changer de sa ligne. Faut qu'il se méfie. Véritablement Groenewegen, parce qu'avec les nouvelles règles du CI de carton jaune, ça fait partie des coureurs qui pourraient être menacés par des exclusions temporaires si les règles s'appliquent, ce qui n'est pas encore sûr à 100% très clairement par les commissaires. Mais je trouve que ouais, c'est à la Vallendal Classic, je sais plus, ou Ronde van Limburg, où j'ai vu le sprint et je me suis dit là ça méritait peut-être une disqualification, mais un début de saison correct. Il a été placé, mais il avait du mal à gagner. Mais il était placé, Dylan Groenewegen, et puis il a vraiment mis en route à partir de mai, avec voilà, sa troisième place à Vallendal, vainqueur de la Ronde de Van Limburg, ça devait être la Ronde de Van Limburg que j'ai vu son sprint, et puis vainqueur de la première étape du Tour de Slovénie. Cette année, il n'a pas fait ni le Dauphiné ni le Tour de Suisse, parce que c'était un petit peu sa passion ces derniers temps, qu'il a peut-être vu qu'il accumulait un petit peu de fatigue en participant à ces courses-là, donc il a décidé d'aller au Tour de Slovénie, avec 5 jours de course, d'aller ensuite sur les championnats du Pays-Bas qu'il a remporté en dominant également le sprint face notamment à Olaf Koy. Donc il arrive lui aussi en pleine confiance, comme Arnaud Delis, il a réussi ses championnats nationaux. Il va falloir s'habituer et se réhabituer à voir Groenewegen avec le maillot de champion des Pays-Bas. Sur les derniers Tours de France, il avait quand même gagné une étape en 2022, si on se souvient bien. Il avait gagné 2 fois en 2019, 2 fois en 2018. En 2022, c'était du côté de Copenhague. Je crois me rappeler, c'était pas Sonderborg, voilà, c'était à Sonderborg, la troisième étape, un sprint assez musclé, où il avait réussi à s'imposer. Malgré tout, il a fait le Tour d'Italie en 2021 où il n'avait pas gagné, donc vainqueur de cette étape sur le Tour de France. L'année dernière, il avait tourné... il tournait autour vraiment de la victoire, Groenewegen. Alors certes, c'est peut-être plus le coureur qui gagne le plus. Aujourd'hui, vous avez des sprinteurs qui gagnent beaucoup plus que lui. Mais il fait quand même une année qui est pas mal. Il a 4 victoires cette saison après 36 jours de course. L'année dernière, c'était 6 victoires après 75 jours de course. 7 victoires en 2022 après 76 jours de course. Et il est bien mieux qu'en 2021 ou 2020 où il avait gagné seulement 3 fois. Donc certes, on n'est pas au niveau de 2019 où il était à 15 victoires dans l'année, mais il est quand même sur un ratio qui est bien plus intéressant. Et puis l'équipe autour de Dylan Groenewegen, là aussi c'est intéressant. On a Mesgeek, vous avez, alors certes qui est plus forcément au top Mesgeek, mais vous avez Michael Matthews, vous avez Durbridge également dans cette formation. Alors certes, vous allez avoir Simon Yates, vous allez avoir Chris Harper, mais en dehors de ces deux coureurs-là, la majorité va quand même être au service de Dylan Groenewegen. Et puis, il est peut-être moins attendu que Delis, que Philipsen. Ça veut dire qu'il peut profiter également de ce statut d'outsider pour, pourquoi pas, ne pas faire rouler ses équipiers pendant les débuts d'étape, pour tenter des choses. Également, donc ça peut être intéressant pour lui parce que ses derniers résultats étaient quand même pas mal. Je mets parmi les outsiders Van Aert,
Alors je ne l'ai pas mis parmi mes favoris Van Aert, déjà parce que son tour l'année dernière avait quand même été compliqué. Il faut le rappeler, à Wout Van Aert. Alors c'était aussi dans des circonstances atypiques, avec sa femme qui était enceinte, donc je pense qu'il était presque plus concentré sur la santé de sa femme que sur sa propre course, ce qui était bien normal. Mais il est tombé cette année à travers la Flandre, grosse chute. Il est revenu que sur le Tour de Norvège, c'est-à-dire 2 mois après. Tour de Norvège où il a été des tirs que j'ai pu voir à droite à gauche. Là encore, je n'ai pas vu cette course. C'était pas fantastique. Il avait un petit peu du mal à remettre la machine en route, surtout sur les premiers jours de course. Sur le championnat de Belgique, il ne prend que la 5e place au sprint. Vous avez aussi le souci de savoir est-ce que ça sera lui ou Laporte le leader. Moi, je pense que ça sera Wout van Aert parce que Laporte a aussi une saison qui est peut-être encore plus compliquée que la saison de Wout van Aert. Donc je pense que ça sera Van Aert qui sera le leader, mais bon, Laporte est beaucoup tombé. Donc est-ce qu'il va avoir la confiance de frotter, surtout qu'en sachant que Laporte il peut miser quand même encore sur les Jeux Olympiques. Donc ça il faut le prendre en compte. Van Aert, il faudra prendre également en compte les Jeux Olympiques. C'est vrai que ça va être une carte maîtresse de cette équipe de Belgique, mais est-ce qu'il ne va pas courir un petit peu avec le frein à main? Est-ce qu'il n'évitera pas de prendre certains risques sur cette épreuve? Ça c'est une question qu'on peut se poser également pour Wout van Aert. Et puis oui, l'année pour le moment a été difficile, donc c'est pour ça que je le mets parmi 16 jours de course seulement en Wout van Aert. Hein. Ça fait partie des gros coureurs qui ont le moins couru, encore une fois à cause de cette blessure. Et puis l'année 2023 n'avait pas été déjà exceptionnelle en termes de résultats. Cette année, donc, il a gagné 2 fois. En 2023, il n'avait gagné qu'à 5 reprises. Et c'est vrai que ces résultats vont plutôt en décroissant ces derniers temps. Et puis surtout sur les grands tours du côté de Wout van Aert, eh bien encore une fois on reste sur la performance du dernier Tour de France. On était un petit peu resté sur notre faim, notamment du côté des sprints où c'était un petit peu compliqué. Il avait du mal à s'en sortir, il avait du mal à trouver la bonne carburation. Donc on verra s'il arrivera à mieux s'en sortir du côté de ce Tour de France, on espère. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué voilà, pour Wout van Aert. Donc c'est pour ça que je l'ai mis parmi mes outsiders. Troisième outsider, Bryan Coquard. Alors, vous allez me dire, t'es complètement fou. Oui, mais en même temps, c'est là on voit aussi peut-être la faiblesse de cette liste de départ du côté des sprinters. C'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà fait un Tour d'Italie, qui n'ont pas forcément été très performants sur le Tour d'Italie, qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas fait pour le moment un grand début de saison. Donc oui, on se retrouve en fait, quand on regarde bien, à avoir un Bryan Coquard qui remporte une étape sur le Tour de Suisse où il a été impressionnant et qui se retrouve, oui, à faire partie des outsiders, hein, Bryan Coquard. Parce que déjà, on ne sait pas si tout le monde va finir ce Tour de France. Ça, c'est quand même une grande interrogation. Un Wout van Aert, est-ce qu'un Van Der Poel vont pas arrêter avant les Pyrénées ou pendant les étapes dans les Pyrénées pour se préparer pour le Tour de France? Ça, c'est une question qu'on peut se poser grandement du côté de cette édition. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Moi, je me souviens de Cavendish abandonné en 2008. Mais c'est déjà arrivé avant des Jeux Olympiques. On se souvient de Van Der Poel aussi qui avait abandonné avant la fin d'un Tour de France. Donc ça peut arriver. Donc on verra si ça sera encore le cas. Et du côté de Bryan Coquard, oui, il y a 7 victoires sur le Tour de Suisse. Alors oui, sa première partie de saison est loin d'être exceptionnelle. Sur le Alula Tour, il passe à côté, je trouve. Il fait pas une mauvaise course, mais tu sens qu'il peut faire mieux sur les différents sprints. Tour de Man, il n'y avait pas forcément une énorme opposition parce que c'était Caleb Ewan. Il fait 2e et 3e et il y avait les petits jeunes de la Soudal Quick-Step, donc il n'a pas réussi à battre les jeunes de la Soudal Quick-Step. Tour de Catalogne, il fait 4 et 3, mais sans forcément qu'il y ait une grosse opposition non plus. Région Pays de la Loire Tour, il fait 8 et 5. À ce moment-là, on commençait déjà à parler de cette mauvaise dynamique du côté de la Cofidis, donc ça a peut-être joué sur les résultats sur cette épreuve. Et puis vous avez le Grand Prix du Morbihan, le Trobreléon, il passe à côté, mais vous avez cette victoire sur le Tour de Suisse. Il fait et cette victoire sur le Tour de Suisse, elle change la donne parce que c'était une étape qui n'était pas facile, parce qu'il a réussi à faire vraiment une course intelligente. Il y avait beaucoup d'attaques, c'était pas facile à contrôler. Il a réussi à bien se débrouiller seul. Et là, je me suis dit, Bryan Coquard, il faut peut-être le remettre quand même sur la liste des outsiders pour ce prochain Tour de France. Il connaît très bien le Tour de France, c'est sa 6e participation
sur cette épreuve. Lui, normalement, il ne fera pas les Jeux Olympiques. Je serais surpris que Brian Cocard fasse les Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire que ça va être son objectif majeur. La Cofidis n'est plus dans une dynamique difficile, poussive qu'on a pu connaître, notamment pendant les 4 jours de Dunkerque, qu'on a pu connaître en mai. C'était compliqué pour la Cofidis. Depuis que Benjamin Thomas a remporté une étape, ça va quand même beaucoup mieux. Vous avez également Milan Fretin qui a fait une bonne course des 4 jours de Dunkerque. Alors dommage, c'est qu'on n'ait pas emmené Milan Fretin à côté de Brian Cocard, parce que j'aurais bien aimé que Milan Fretin fasse poisson pilote à Brian Cocard pour cette épreuve. On n'a pas Agnolowski ou Agniolkowski également, parce qu'on ne sait toujours pas comment on doit le prononcer, le polonais, pour emmener. Donc on aura Alexis Renard, mais on aura Axel Zingler, le coureur français, l'Alsacien, qui n'était pas forcément prévu au départ. Il y a eu cette polémique avec cette rumeur autour d'Axel Zingler. On disait Cédric Vasseur n'a pas voulu l'emmener parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat, parce qu'il veut partir. On parle de lui dans pas mal de formations. Axel Zingler, j'ai pas l'impression que Cédric Vasseur manage ses équipes comme Jean-René Bernaudot et Marc Madiot. Je dis pas que c'est un meilleur management, mais je pense pas qu'il manage de cette manière-là. Donc j'aurais été assez surpris qu'il y ait ce côté-là punition du côté d'Axel Zingler. Je pense que s'il n'avait pas emmené, c'est qu'il y avait un objectif Vuelta ou il y avait d'autres objectifs pour Axel Zingler. Peut-être que là il y a eu une envie différente. Peut-être qu'il a vu aussi qu'il a fait un bon circuit franco-belge, même si derrière sur les championnats de France ça a été un petit peu compliqué. Il a 33 jours de course, mais beaucoup de courses en fait en mai et en mars. Il a assez peu couru en fait depuis le 29 mai. En juin, il a que 2 jours de course, qui est la Bruxelles Cycling Classic et les championnats de France sur route. Donc il va arriver quand même plutôt frais sur cette dernière période de préparation, avec l'objectif, je pense, d'emmener les sprints pour Brian Cocard. Et ça, c'est plutôt un avantage, même si Zingler n'aime pas forcément frotter. C'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Oui, mais pour Brian Cocard, ça lui fait un poisson pilote avec Alexis Renard. Il ne sera pas seul dans cet exercice. Il y aura également Pete Algart, c'est-à-dire qu'ils seront quand même 3 autour de Brian Cocard, peut-être même Simon Geschke qui fera du travail, lui qui a fait déjà le Giro. Et ça va être un véritable avantage pour Brian Cocard, où certaines années, parfois il se retrouvait seul, notamment chez Direct Energy, Europcar, où parfois ça manquait vraiment de monde autour de lui. Là, il aura un peu de monde. Alors oui, c'est un demi-train, c'est pas un train complet, mais vu la performance qu'il a mis sur le Tour de Suisse, c'est pour ça que je le mets parmi mes outsiders. Et puis je termine parmi les outsiders avec Sam Bennett, et oui, le coureur de la Decathlon AG2R, qui sera entouré d'Oliver Nezen, de Dorian Godon également, avec Paul Lapera et Bruno Armirail, mais qui ne sera pas tout seul non plus, Sam Bennett, même si on verra si on protège beaucoup Félix Gall. Ça dépendra des résultats sur les premiers jours de course autour de Félix Gall. Mais c'est vrai que Sam Bennett, si l'année dernière on ne le mettait pas parmi les favoris en début de saison, on ne l'aurait peut-être pas mis parmi les favoris, mais il y a eu cette énorme course des 4 jours de Dunkerque. Sur le Dauphiné, il est deuxième derrière Pedersen du premier sprint, mais pour moi, il se rate un peu sur ce sprint-là. Il aurait pu être plus percutant s'il essaie de dépasser un petit peu plus tôt Mats Pedersen. Je pense qu'il lance son sprint un petit peu tard. Il a dominé les 4 jours de Dunkerque, ça l'a vraiment relancé. Même si le début de saison n'était pas catastrophique encore une fois. On avait vu sur Paris-Nice impressionnant sur l'étape des Mureaux, où il avait réussi à passer la bosse même s'il finit que 20e, 6e en Montargis, 4e à Sisteron. Je ne sais pas s'il arrivera à s'en sortir sur les premiers jours de course, Sam Bennett. Mais je me dis que peut-être qu'au bout de 2-3 sprints, si en plus Félix Gall a un peu du mal au niveau du classement général, on mettra peut-être pas mal de monde autour de Sam Bennett, et ça peut être un coureur qui peut être très intéressant sur les sprints. Donc moi je dis, méfions-nous de Sam Bennett, de l'Irlandais. Ça peut être un coureur très dangereux pour le classement, pour aller chercher des étapes, et pourquoi pas même pour aller chercher le maillot vert sur cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les surprises de ce Tour de France. On continue du côté des surprises, potentiellement du côté des sprinteurs de ce Tour de France. Pour moi, Guilhermet, oui, ça serait une surprise, parce que sur le Tour d'Italie, il a abandonné très vite après 4-5 jours de course. Donc c'est vrai qu'on peut difficilement juger de son Tour d'Italie, il faut bien le dire.
Mais surtout parce que je me dis qu'il y a déjà une concurrence interne avec Hugo Page, potentiellement. Parce que si Guilhermet n'est pas performant, on pourrait avoir un Hugo Page qui reprenne la main ou un Tyson qui reprenne la main du côté des sprints. Et du côté de Guilhermet, bah oui, il y a cette concurrence interne avec Gerben Tyson. C'est ça mon gros problème. Et pourquoi je mets aussi pas favori, je mets aussi parmi mes surprises Gerben Tyson. Alors déjà, c'est son premier grand tour à Gerben Tyson. Il y a eu aussi cette chute pour Gerben Tyson. Depuis cette chute, il a un peu disparu des radars. Il faut bien le dire. Il a participé au championnat de Belgique, il a abandonné. Sur le Tour de Belgique, bon, il prend une troisième place, mais sinon il fait 9 et 6 sur les autres sprints. Aux LM Tour, il est aussi 9, 5 et 3 sur les 3 sprints et même 11e de l'étape de Bushton. Également, il avait fait un début de saison intéressant, on l'avait pas mal vu, mais je ne sais pas s'il a le niveau véritablement pour rivaliser avec les meilleurs sprinters, Tyson. Surtout, il a que 2 Vuelta à son actif, ça sera son premier Tour de France. Les 2 Vuelta, en plus, ça remonte un petit peu, je crois me rappeler, c'est 2020 et 2022, où il avait abandonné sur ces 2 courses. En plus, il n'a jamais fini un grand tour. Du côté de Guilhermet, bah là aussi, on l'a très peu vu, même en début de saison. Alors, il avait fait un bon début de saison en Australie. Derrière, bon, le retour en Europe a été un peu plus compliqué à gérer. Il avait été notamment disqualifié d'un sprint sur Tirreno Adriatico. Alors, il a fait deuxième de Runtuncol, vainqueur du circuit franco-belge, deuxième de la Bruxelles Cycling Classic. Mais je ne sais pas trop quoi en penser en fait de Guilhermet. Et puis, il est revenu en Érythrée pour faire les championnats nationaux, pour repartir ensuite en Europe pour le Tour de France. Ça veut dire une accumulation de fatigue forcément. Alors c'est toujours compliqué, l'Érythrée a des dates classiques, on va dire, de championnats nationaux. C'est mi-juin, mais c'est quand même des dates quasiment classiques de championnats nationaux. On n'est pas sur des dates en mars ou en tout début de saison, donc forcément si vous voulez obtenir le titre de champion, et je pense que c'est un objectif pour Guilhermet, c'est pas toujours facile de revenir, mais ces derniers temps on le voit quand même rarement aux avant-postes. Il y a cette concurrence interne avec Tyson, comment ils vont la gérer, parce que moi j'ai quand même l'impression, alors certes je pense que Guilhermet était prévu sur le Giro et que c'est presque un lot de consolation qu'il aille sur ce Tour de France. Mais Tyson, bon, c'est techniquement pas le leader de cette formation, c'est techniquement lui, le leader de l'équipe. Il va falloir voir comment il va s'en sortir. Et puis avec Hugo Page aussi, cet inconnu, Hugo Page, dans cette formation. Donc, pour moi, Guilhermet, s'il arrive à remporter un sprint ou Tyson ou Hugo Page, ça serait une grosse surprise. Je les mets pas en homme invisible parce que je pense qu'ils arriveront quand même à faire des places d'honneur. Mais de là à aller gagner des courses, c'est pas si sûr. Bauhaus, du côté de la Bahreïn. Je sais pas trop quoi en penser de Bauhaus. On rappelle qu'il a abandonné de son plein gré le Tour d'Italie. Il a dit c'était pour préparer d'autres objectifs. Son Tour d'Italie, il est moyen correct, en sachant que il manquait un petit peu de personnel autour de lui. Bauhaus souvent dans les arrivées, c'est vrai que Pasqualone l'a pas forcément hyper aidé, il faut bien le dire. Là, sur ce Tour de France, il y aura Fred White, il y aura Maurich, Niklas Arn, mais il n'a pas un train complet Bauhaus, et pour moi c'est plutôt un sprinter de train, le coureur allemand, parce qu'il avait dit c'est pas forcément sur les arrivées touchy où il se sent le plus à l'aise. Donc je me dis qu'avec un train complet ça aurait quand même été plus simple pour Phil Bauhaus, ça aurait peut-être valu moins de stress. Et puis quelle va être sa condition physique après un Tour d'Italie, est-ce qu'il n'était pas au top de sa forme sur le Tour d'Italie, est-ce que c'était prévu qu'il programme 2 pics de forme? C'est pas toujours simple d'enchaîner de grands tours, même s'il a abandonné assez tôt quand même ce Tour d'Italie. Il a fait quand même une grosse dizaine de jours de course. Il a abandonné à l'étape 14, avant l'étape 14, avant le deuxième contre-la-montre. Donc il a fait quand même 13 jours de course. Il a fait 2 podiums. Sur le Tour de Slovénie, il a gagné une étape et il a pris une 3e place sur les 2 premiers sprints. Donc on verra sur ce Tour de France. L'année dernière,
Il avait fait déjà le Tour de Slovénie, mais à la place du Tour d'Italie, il avait fait le Tour d'Hongrie. Donc c'était ça la différence majeure. Après, il n'avait pas gagné avant le Tour de France. S'il avait gagné qu'une fois, pardon, sur le Tour de Nonder, et ça lui avait plutôt bien réussi sur le Tour de France derrière, même s'il avait abandonné lors de l'étape numéro 17, celle de Courchevel, étape remportée par Félix Gall. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Bauhaus, je me dis que Bahreïn mise assez peu sur lui, il faut bien le dire, c'est ça, je pense, le principal problème. Bahreïn vise plus Tiberi, Caruso que Bauhaus, hein. Mise plus sur Mohoric que sur Bauhaus. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'on mise plus sur Buitrago, sur Bilbao que sur Bauhaus. Donc ça peut être vraiment un inconvénient sur les sprints. Il va peut-être manquer un petit peu de main-d'œuvre. Chesbol, du côté d'Astana, ça pourrait être la bonne surprise. Chesbol. On ne sait pas où il en est, Cavendish. Moi, j'ai peur qu'il ne soit pas au top de sa forme, Cavendish. Ce qui serait dommageable parce que l'année dernière, il était bien revenu. La saison n'était pas prévue de base. Il a décidé de refaire une saison en plus parce qu'il y a toujours ce record d'Eddy Merckx qui trotte un petit peu dans la torte. Mais bon, depuis le début de saison, on le voit quand même plus souvent lâché qu'à l'avant des pelotons. Cavendish, à part sur le Tour de Hongrie où il a gagné une étape, sinon ça a été quand même un petit peu compliqué. Du côté de Chesbol, on sait que c'est la relève chez Astana. C'est vraiment la suite. Chesbol, c'est vraiment le coureur qui prendra la relève en 2025. Donc est-ce que si on s'aperçoit que Cavendish n'est pas dans le goût au bout de 2-3 sprints, on va pas décider d'inverser les positions? Et après, vous avez quand même Ballerini, Morkov pour emmener les sprints. Alors là encore, on n'est pas sur un train complet, mais c'est vrai que le train a une qualité. Vous pouvez peut-être aussi utiliser un Mark Cavendish dans ce genre de cas en tant que poisson pilote. Donc ça peut être intéressant pour Astana. De toute manière, c'est leur seule chance actuellement d'aller chercher un résultat sur ce Tour de France. J'y crois pas vraiment avec Lutsenko. Bon, voilà, peut-être qu'on tentera les premiers jours avec Cavendish, mais imaginons qu'un Cavendish soit pas au top, un Chesbol, ça pourrait faire le travail. Le grand sprinter néerlandais, grand par la taille, mais qui a quand même du talent aussi. Les surprises, Ackermann, je ne sais pas trop quoi en penser de la saison d'Ackermann. Moi, je l'ai vu sur les 4 jours de Dunkerque, pas été vraiment impressionné, mais il faut dire que l'équipe était très mal organisée sur cette épreuve. Sur le Tour de Suisse, on ne l'a pas vu. Mais en même temps, sur le Tour de Suisse, comme je l'ai rappelé, c'était quand même pas une course qui convenait véritablement aux sprinteurs. Entre-temps, il fait quand même cette saison 4e de Nokere Corse, 4e de la Bruxelles Cycling Classic, 5e de Rundtum Köln, donc voilà la semi-classique allemande. Sa dernière course, c'était les championnats d'Allemagne qu'il a abandonné, donc le Tour de Suisse où il a fini 121e, meilleur résultat sur une étape, c'était 87e du contre-la-montre de Villars-sur-Lyon. Donc là, on va voir maintenant ce qui va se passer pour Ackermann. C'est vrai que ça remonte un petit peu quand même ces grandes années aussi à Ackermann, hein. C'est vrai que la période Bora, ça commence à remonter à Pascal Ackermann. L'année dernière, donc il a 2 victoires. En 2024, pour l'instant 0 victoire, 2 top 3. En 2022, il est à 2 victoires, 6 en 2021. En 2020, il était à 8, mais c'est vrai qu'on est loin de la période où il dominait Pascal Ackermann. Les sprints, oui, quand il était à la Bora, où il était très costaud, c'est un pur produit même au départ de la Bora. Et c'est vrai que sur les grands tours, il a gagné sur le Giro en 2023, sur la Vuelta aussi, mais il n'a jamais gagné sur le Tour de France, car il n'a jamais participé au Tour de France. Et oui, c'est la particularité de Pascal Ackermann, c'est que c'est un coureur qui a très peu de grands tours pour le moment à son actif. Donc on va voir comment ça va se passer désormais pour le coureur allemand. Pour moi, je pense que ça va être compliqué parce que c'est pas forcément le coureur qui a le coup de pédale qui économise le plus d'énergie. Donc sur une course de 3 semaines, ça peut être compliqué. Encore une fois, même sur le Giro 2023, moi je me souviens que c'est quand même poussif sur certains sprints. Là, la densité au départ, au niveau des sprints, est certes moins forte. Mais bon, du côté d'Israël, on vient aussi avec Derek Guy. Autour de Pascal Ackermann, vous avez Boivin. Vous avez Boivin et Jack Stewart, mais ça fait pas si énorme que ça. Je sais pas si toute l'équipe va se mettre au service de Pascal Ackermann, je suis pas sûr. Donc ça peut être
un véritable problème pour le coureur allemand sur cette épreuve. On poursuit après Ackermann avec Søren Varejkjold, le coureur de la Uno X. Bah, je dis pourquoi pas Varejkjold, pourquoi pas, on est sur une équipe Uno X où on voit bien que nos amis Tobias Haaland Johannesson n'est pas forcément au top de sa condition physique. Lui, il fait une saison qui n'est pas mauvaise. Vainqueur donc du contre-la-montre du côté du Tour de Belgique, vainqueur du contre-la-montre des championnats de Norvège également. On l'avait vu s'imposer sur l'étape de Shannon Nature Réserve sur le Alula Tour, parce qu'on sait qu'il combine ces deux disciplines, le contre-la-montre et les sprints. Sur les classiques, il fait quand même 9e de Paris-Roubaix, 6e du Shell de Prague. Donc du Grand Prix de l'Escaut, hein, qui est un sprint où il y a souvent beaucoup de coureurs. Varejkjold, il a 24 ans, il progresse d'année en année. Alors son problème, c'est son grand gabarit, même si c'est pas le coureur qui grimpe le plus mal, Varejkjold. Hein. Très clairement, forcément, 1m95, 92 kg, ça n'aide pas. Mais je me dis, bon, Alexander Kristoff, c'est un coureur qui vieillit quand même un petit peu. Donc je me dis, Varejkjold, ben, ça peut être une belle carte. Voilà, et puis Alexander Kristoff, est-ce qu'à un moment, il ne se mettrait pas au service de Varejkjold? Je me dis quand même qu'il faudra se méfier d'Alexander Kristoff parce que son mois de mai a été intéressant, notamment avec une victoire à l'Elfsteden Ronde 2 et à la Antwerp Porte Epic, également une autre course en Belgique au tout début juin. Le Tour de Slovénie, bon, il prend 2 deuxièmes places, notamment dans une échappée à Novo Mesto. Donc c'est un coureur qu'il faudra peut-être faire attention. Alexander Kristoff, et Uno X a envie de remporter sa première victoire. À l'intérieur de l'équipe, il y a Torusov, donc ça m'étonnerait que ça soit mal organisé du côté des sprints. Donc je me dis, allez, pourquoi pas Varejkjold, et puis toujours se méfier d'Alexander Kristoff. On a vu parfois Kristoff emmener Varejkjold, parfois on a vu l'inverse aussi. Donc on verra quelle sera l'idée du côté de la formation norvégienne qui fera son 2e Tour de France. Donc elle aura l'expérience d'un premier Tour de France qui n'a pas toujours été facile. Voilà, en termes de logistique, en termes de manière de faire, elle sait maintenant mieux appréhender un Tour de France normalement. Donc là aussi, ça va être plus simple pour la Uno X. Je continue et je termine avec les surprises avec Luca Mozzato. Parce que c'est un peu comme la situation chez Astana. On ne sait pas trop où en est Arnaud Démare. Très clairement, c'est la question qu'on peut se poser. Mozzato, il a des références en cette première moitié de saison. On l'a vu, il a été intéressant. On sait qu'en plus, il y aura Maury Capiot et Maclay. Donc ça, c'est quand même des armes pour t'aider. Ça, énormément. Si Arnaud Démare n'est pas performant sur 2-3 sprints, un petit peu comme Cavendish, Mozzato, il va toquer à la porte. Il est hyper performant depuis le début de saison, vainqueur de la Breden Corside Classic, mais il a été régulier, 2e également du Tour des Flandres, on s'en souvient. Donc c'est-à-dire que pour l'équipe, c'est un coureur qui a changé un petit peu de statut aussi. Valendal Classic 5e, Circuit de Wallonie 6e, Trobrolet 7e. Alors il a assez peu couru au mois de juin. Il a surtout abandonné 3 fois sur les championnats d'Italie, sur le Tour de Belgique, également sur la Duracell Dwarsdorf et Hageland. Donc on verra comment ça se passera pour lui sur ce Tour de France. Mais on sait qu'Arkea a envie d'aller chercher sa première victoire. Maintenant on va voir comment ça va se passer pour Luca Mozzato. Mais si Arnaud Démare n'est pas au top de sa forme, eh bien ça peut être une belle carte, Luca Mozzato, pour tenter d'aller chercher ce Saint Graal que poursuit Arkea quand même depuis quelques saisons sur le Tour de France. Allez, on regarde tout de suite les hommes invisibles. On passe aux hommes invisibles pour ce prochain Tour de France. Je commence avec Fabio Jakobsen, le coureur de la DSM. Déjà, il a été homme invisible du dernier Giro. Il faut le dire, Jakobsen, à part sa chute, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est une saison difficile pour le sprinter néerlandais. L'équipe n'est pas forcément à son service en plus. Certes, vous avez Niels Seekhoff, vous avez Brand Welten et De Genkolb, mais déjà Frank Vandenbroek, je pense qu'il va partir pas mal dans les échappées. Bardet aussi. Alors on sait que Warren Barguil et Romain Bardet sont parfois des grimpeurs qui aident les sprinters, mais Jakobsen, depuis le début de saison, c'est difficile. On sait en plus qu'il passe pas une bosse avec ce début de tour qui est quand même difficile. Est-ce qu'il va réussir à rester dans les délais? Ça, c'est quand même la grande question. Parce qu'imaginons que jeudi, ça roule fort. Que mardi, ça roule fort.
les délais, il va peut-être avoir du mal à passer cette journée, Fabio Jakobsen. Il est dans une situation qui est pas évidente. Il a changé d'équipe, à part le Tour de Turquie, et encore, vous aviez Andresen qui était très bon sur le Tour de Turquie. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, sous la dent. Il y a la deuxième place à nos Recorseux, mais qui est quand même un sprint particulier. Sur le Tour d'Italie, meilleure place, 22e en Andorra, donc il a été transparent. Sur le Tour de Belgique, bon, il finit 14e à Knokke Heist, là aussi assez transparent, il faut bien le dire. Bon, voilà, hein, Fabio Jakobsen, pour l'instant, c'est 214 points UCI marqués et 15 points de pénalité sur 44 jours de course. En plus, il a pas mal couru. 44 jours, on est quand même sur un coureur qui est maintenant, c'est beaucoup, avant un Tour de France. Ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Fabio Jakobsen, il n'a pas participé aux championnats nationaux, donc on peut même pas comparer avec Groenewegen et Olaf Koy. Mais bon, c'est quand même un coureur qui, depuis le début de saison, n'a pas montré grand-chose. Et puis sa dernière année chez Quick-Step était pas bonne. Donc on est quand même sur plusieurs années où on n'est pas sur des résultats qui sont fantastiques. Mais même l'année dernière, en 2023, avant le Tour de France, il gagne une étape du Tour de San Juan, une étape de Tirreno, une étape du Tour de Hongrie, 2 étapes sur le Tour de Belgique. C'est-à-dire qu'il arrive quand même à avoir 5 victoires avant le Tour de France. Là, pour le moment, il a une victoire sur le Tour de Turquie. Et on est sur une Pro Series. L'année dernière, il a quand même une victoire en World Tour. Donc, c'est ça la réalité du terrain en ce moment. Aujourd'hui, Jakobsen, il est loin de ses grandes années. Ce qui est surprenant parce que on pensait que la chute sur le Tour de Pologne allait lui coûter énormément en 2020. Sauf qu'il arrive à revenir et à retrouver le chemin des buts, on va dire. Derrière, il a quand même enchaîné 2022, il fait une énorme saison, il domine vraiment du côté du sprint, à part sur le Tour de France, mais sinon il est vraiment hyper costaud. Et en 2023, il s'écroule. Et alors au départ, je me suis dit, bon, c'est le côté Quick-Step, on savait que la situation était un petit peu tendue, mais chez DSM, on va dire qu'on est plutôt quand même dans une grande famille. Ça marche pas plus, donc je le vois pas performer sur le Tour de France. Je pense que pour voir performer Fabio Jakobsen, il faudra peut-être attendre l'année prochaine pour le coureur néerlandais. Sauf que, est-ce que DSM attendra l'année prochaine? Ça, c'est pas si sûr. Du côté des hommes invisibles, Gaviria, bon, il n'a pas été transcendant sur le dernier Tour d'Italie. Il enchaîne avec ce Tour de France. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il enchaîne avec ce Tour de France Gaviria. Il n'a pas couru depuis le Tour d'Italie. Lui, il a vraiment fait un mois de pause. Il était régulier sur le Tour d'Italie, mais il a manqué un gros résultat. C'était sans vraiment beaucoup de coups d'éclat du côté de Fernando Gaviria, avec comme meilleure place une 4e place à Rome, où il lance beaucoup trop tôt son sprint. Il aura des grands regrets. Sinon, il fait 2 6e places, 2 7e places, une 9e place, alors que on sait que sur ce dernier Tour d'Italie, il y a eu quand même beaucoup d'opportunités pour les sprinters. C'est pas foufou. C'est sa dernière année de contrat avec la Movistar. Je ne sais pas s'il va faire les Jeux Olympiques sur piste, Gaviria. Parce que bon, à un moment, c'était envisagé. Je ne sais pas si c'est toujours dans l'idée de Fernando Gaviria. Mais sur la route cette année, là aussi, on est quand même sur un coureur qui a 38 jours de course. Mais une seule victoire, c'était la première étape du Tour de Colombie. Donc c'était le premier jour de l'année. Depuis, il cherche un peu les grands résultats. Je trouve que sa première année chez Movistar était plus intéressante. Ça fait quand même beaucoup de sprints où il a tendance à anticiper. Et ça, c'est son vrai problème à Gaviria, parce que sur l'UAE Tour, il anticipe tous les sprints. Et vraiment, il y a un problème de timing chez Gaviria. Tu ne peux pas faire 350 mètres de sprint, 400 mètres. Et en plus, je pense que Gaviria, le seul qui arrive à le faire quasiment, c'est Christophe. Sauf que Christophe, il avait les qualités physiques pour le faire. Je pense qu'en plus, Gaviria n'a pas les qualités physiques pour faire des longs sprints. Pour moi, c'est un chat, c'est un félin. Il arrive à se faufiler énormément, Gaviria. Donc pour moi, fais tes sprints sur 200 mètres. Tu as la puissance pour le faire. Essaye pas de faire des sprints sur 400 mètres. À la Quick-Step, tu faisais des sprints courts, tu faisais pas des sprints longs. Il n'y a pas souvenir qu'à la Quick-Step, il faisait des sprints de 350 mètres, 400 mètres, Gaviria. Bon, refais la même chose que tu faisais à la Quick-Step. Voilà, tout simplement. Alors certes, le train de la Movistar n'est pas le meilleur au monde, mais déjà, fais le bon timing sur les sprints. Ça sera déjà le travail à faire.
Là, tu vas avoir quand même Nelson Oliveira et Aramburu pour t'aider. Tu ne seras pas seul. Et puis Lascano peut-être. Donc la grand travail, ça sera vraiment de faire le bon timing. T'as pas besoin d'avoir 50 équipiers dans un train de sprinter, mais il faut aussi du timing. Et là, le problème, c'est que Gaviria, pour le moment, il n'a pas le timing au niveau de ses sprints, donc ça m'énerve. Par exemple, à Rome, normalement, il doit faire un ou deux. Mais non, il lance trop tôt, alors qu'il est superbement bien placé. Homme invisible, Van Poppel du côté de la Bora, bah, c'est-à-dire qu'il est un peu seul et bah, c'est pas l'objectif numéro 1 de l'équipe. L'objectif numéro 1 de l'équipe, c'est Primoz Roglic. Alors, j'ai pas mis équipe absente dans ce domaine-là parce que Van Poppel, on l'a déjà vu faire des bons sprints. Mais c'est vrai que cette année, bon, sur le Tour d'Italie, il fait 5e et 6e. En plus, pour moi, bon, je vais me répéter de ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que c'est pas un sprinter numéro 1. Van Poppel, c'est un bon poisson pilote, mais c'est pas un sprinter numéro 1. Et là, pour moi, le problème, c'est de l'avoir mis sprinter numéro 1 cette année sur le Giro. Ça n'a pas été sensationnel, même depuis le début de l'année. Hein, il n'y a pas de grande histoire pour Van Poppel, parce que c'est un mec qui n'a que, j'ai envie de dire, 20 victoires dans sa carrière. Et les dernières victoires, elles remontent quand même un petit peu. Alors, il y a eu 2 victoires l'année dernière en 2023, c'était Runtun Köln et Tour of Grande-Bretagne. Enfin, Tour de Grande-Bretagne, Tour of Britain. Sinon, il fallait attendre 2021. C'était des classiques en plus en 2021. Donc des vrais gros sprints massifs. Ouais, c'est 2015-2016 hein, pour Van Poppel. Tour de Pologne 2017. Ça fait quand même depuis quelques temps qu'il fait plus des sprints massifs. Et pour moi, c'est pas là où il est le meilleur. Pour moi, là où il est le meilleur, c'est en tant que poisson pilote. Puis là, quand tu vois l'équipe, bon, bah, très clairement, le job, ça sera en premier pour Roglic. Et je suis pas sûr qu'on fasse le train pour Van Poppel, parce que Roglic, il aime bien quand même avoir une équipe à son service. C'est pas du tout la même formation que la Bora sur le dernier Tour d'Italie, où vous aviez Lipovic, par exemple, où les idées étaient différentes du côté de la Bora. Sur le dernier Tour d'Italie, bon, on n'avait pas forcément un leader qui était du niveau de Primoz Roglic. Même si ça s'est bien passé avec Daniel Felipe Martinez et sa 2e place, on n'était pas sûr au début de la course que Daniel Felipe Martinez il s'écroule pas. Donc on jouait également potentiellement sur Van Poppel. Là non, on joue plus sur Van Poppel, on joue sur Primoz Roglic en numéro 1 et ça change la donne complètement. Total Energy, ça va être compliqué pour Turgis et Dujardin. Je pense que le sprinter numéro 1 c'est Dujardin. Mais bon, on sait très bien que Total Energy, même quand ils emmenaient Brian Cocard, c'était compliqué. Quand ils emmenaient du gros sprinter, quand ils ont emmené Toba Bouda, c'est compliqué. C'est déjà pas une équipe qui a forcément la culture du sprint à l'intérieur de cette formation. Et là, bah, vu l'équipe, je pense qu'on va surtout jouer les échappées, on va vouloir jouer les victoires d'étape. Et ça, c'est pas possible de en même temps jouer les sprints et en même temps jouer les victoires d'étape, on va dire, sur les étapes de baroudeur. Parce que forcément dans ton équipe, bah, t'as pas forcément les coureurs qui vont convenir pour lancer Turgis, pour lancer Dujardin, qui devront se débrouiller seuls. Sauf que techniquement, ce ne sont pas des sprinteurs de base. Alors Dujardin est un peu plus sprinter que Turgis, mais ce sont plutôt des coureurs de classique qui ont une bonne pointe de vitesse, mais ce ne sont pas des sprinteurs numéro 1. C'est pas Jason Tesson dans cette formation qui, lui, est véritablement un sprinter, Jason, mais qui ne participe pas à cette course, qui n'a pas forcément eu une grande reprise depuis ses chutes après la Paris-Camembert. Il a un peu du mal à revenir. Ce qui est dommage, c'est que c'est un coureur qui est en fin de contrat, Jason Tesson, et c'est vrai que le bilan pour le moment dans cette équipe Total Energy n'est pas excellent. Alors après, bon, vous pouvez obtenir pourquoi pas un contrat dans d'autres formations qui veulent un poisson pilote, qui veulent un coureur dans un train. Mais c'est vrai que chez Total Energy, pour le moment, le bilan est assez faible. Et là, c'est vrai que les dernières courses ont été compliquées. Hein. Depuis son abandon à Paris-Camembert, son meilleur résultat, c'est à Knokke Heist, une 11e place qui n'est pas fantastique sur le Tour de Belgique. Donc je comprends pourquoi on ne l'a pas emmené sur le Tour de France. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de grosses cartes. Hein. Sandy Dujardin, oui, sur des Coupes de France, pourquoi pas. Tu peux le mettre au sprint sur des Coupes de France. Il a fait 2e de la route à Delhi de Vitré, par exemple. Mais sur des grandes épreuves, c'est quand même compliqué. Il fait 7e sur le Tour de Slovénie.
Bon voilà, c'est pas un pur sprinter, c'est un coureur qui aime les courses quand c'est un peu dur, sauf qu'on n'a pas forcément beaucoup d'étapes qui ont ce profil-là cette année sur le Tour de France. Et à ça, on a des étapes qui sont très difficiles où Dujardin passera pas, mais des étapes, on va dire, vallonnées où on peut arriver au sprint. Allez, il y a l'étape de Bologne, le deuxième jour, où ça peut arriver au sprint, et encore, il faudrait quand même passer les forts pourcentages de cette étape-là. L'étape de Turin, elle est quand même très plate. Ensuite, Mâcon, alors il y a Colombey les deux églises, mais bon, ça reste quand même des pentes de quatrième catégorie. Donc ouais, je sais pas s'il arrivera à faire un grand résultat. Sandy qui est aussi en fin de contrat. Beaucoup de coureurs chez Total Energy qui sont en fin de contrat peuvent même avoir des inquiétudes pour cette formation qui, je rappelle, n'a qu'un contrat avec son sponsor que jusqu'en 2025. Et oui, ça va pas au-delà. Cavendish, comme je le disais précédemment, Cavendish transparent depuis le début d'année. On l'a plus souvent vu dans la même position que Christopher Froome, c'est-à-dire à l'arrière d'un peloton, que pour jouer la gagne. Pour le moment, c'est le Tour de Hongrie où il a gagné l'étape numéro 2, sixième de l'étape numéro 1, une étape où il y a une grosse chute, et la quatrième étape du Tour de Colombie. Mais on ne peut pas dire que sur le Tour de Colombie, on est pléthore de sprinters. Donc c'est les deux seules courses où il a été performant, le Tour de Hongrie et le Tour de Colombie. L'UAE Tour, transparent. Tirreno Adriatico, transparent aussi. Hors délai quand même à la vallée Castellana. Tour de Turquie, très souvent à l'arrière du peloton. Milan-Turin, pas dans le coup non plus. Tour de Suisse, transparent aussi. Bon, cette tournée d'adieu, pour le moment, n'est pas vraiment une réussite. On va voir ce que ça va donner sur ce Tour de France. Est-ce qu'il y aurait la fameuse 35e victoire sur le Tour de France, qui serait également sa 165e victoire en carrière? Je suis moins convaincu qu'en 2023, pour tout vous dire. J'ai peur que... grosso modo, il avait quand même vraiment prévu, il avait annoncé assez tôt quand même en 2023 sur le Giro qu'il arrêtait. Bon, il a décidé de repartir en 2024, mais peut-être que la tête n'y est plus vraiment. Et puis avec cette pression quand même sur le Tour de France, alors certes, ils ont tout mis en place pour qu'il soit en forme sur le Tour de France, mais il y a quand même une pression autour de cette 35e victoire qui peut vraiment lui jouer des tours dans les moments fatidiques pour préparer un sprint. Arnaud Démare. C'est un peu comme Cavendish, hein. On est sur des saisons où pour le moment c'est assez transparent, pas mal de pépins physiques. Pour Arnaud, sur les 4 jours de Dunkerque, voilà, il a un pépin physique. Et puis, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le bon tempo avec le train Arkea. Hein. Donc oui, l'année est très compliquée. Pour moi, c'est sa plus mauvaise année depuis qu'il est chez les professionnels. Vraiment, il n'arrive pas à trouver la solution. Chez Arkea, alors que ce qui est surprenant, c'est que sa demi-saison 2023 chez Arkea, elle est bonne. Et là, en 2024, il n'a pas retrouvé les automatismes. Donc pour l'instant, le train n'est pas en place. Ce qui est assez rare parce que Démare est plutôt un coureur qui a quand même su faire avec des trains différents. Au départ, c'est vrai qu'il aimait bien avoir Michael Delage, mais sur la deuxième partie de carrière, il a fait avec pas mal de coureurs différents. Il a réussi à introduire Scottson dans son train, Guarnieri. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements dans son train, mais là, il ne s'en sort véritablement pas. Alors, est-ce qu'il a une panne de jambes? C'est vrai que l'année a quand même été marquée par des pépins physiques, mais là, il n'est pas dans le coup. Donc, en temps normal, vous aurez dit oui, Arnaud Démare sur le Tour de France, la victoire d'étape, elle est jouable. Mais là, cette année, ça me semble quand même compliqué. Puis il y a cette concurrence avec Mozzato. Et encore une fois, Mozzato, depuis le début de saison, il a quand même eu un peu plus de résultats que lui. 111 points UCI seulement hein, pour Arnaud Démare depuis le début de saison, c'est vraiment extrêmement faible, donc je suis quand même inquiet pour le sprinter français. Et puis je termine avec Vandenberg chez EF. Oui, Vandenberg, le World Tour déjà, il n'y a pas eu 150 résultats en World Tour. Et pour moi, il y a un peu seul hein, dans cette formation UF. Je pense qu'on vise d'autres. Encore une fois, les victoires d'étape, c'est un petit peu comme Total Energy. Et c'est incompatible avec les sprints parce qu'il a quasiment personne pour l'emmener. Marijn Vandenberg, alors c'est dommage parce qu'il fait un bon région Pays de la Loire Tour. Sur le Tour de Catalogne, il n'était pas mauvais non plus. Mais il avait des équipes qui étaient quand même à son service. Là, le gros problème pour Vandenberg, c'est qu'il n'a pas une équipe à son service. Alors lui aussi, il passe bien les bosses. Donc peut-être que l'étape de Colombey les deux équipes, ça peut lui convenir. Mais encore une fois, sur ce Tour de France, des étapes où on a des bosses dans le final, c'est pas le Giro. On a peu d'étapes, on va dire, qu'on se profile là. Je pense qu'à Vandenberg sur le Giro, ça aurait été peut-être plus intéressant pour lui que sur ce Tour de France. Donc ouais, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour lui. On passe maintenant, pour finir cette vidéo, aux équipes qui sont absentes. On commence déjà avec la UAE.
Bah oui, on peut pas avoir une Dream Team il y a un moment et avoir des mecs qui jouent de cartes, hein. On joue à fond la carte montagne, bah forcément on n'a pas forcément les sprinters. Bon, de toute manière, c'est pas comme si sur le Tour d'Italie on avait énormément vu Juan Sebastian pardon, Molano. Et c'est vrai qu'à part Molano dans cet effectif en termes de sprinter, véritablement de gros sprinter, bah c'est faible, hein. Vous avez Hodge, mais bon, qui n'est un peu plus l'ombre que de lui-même. Puis après, en dehors de ces deux coureurs-là, derrière, on est sur des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse, mais qui ne sont pas des sprinters. Donc voilà, à part Molano. Ah, vous avez Rui Oliveira, qui a une petite pointe de vitesse, mais qui est quand même plutôt poisson pilote. Et de toute manière, bon, on avait bien compris hein, que UAE visait la victoire sur le Tour de France. Donc quand tu vises la victoire sur le Tour de France, c'est compliqué d'emmener un sprinter. Après, bon, on a le cas Visma Leasebike qui arrive à le faire. Ineos, là aussi, on a emmené une armada pour la montagne. Donc forcément, ça se fait au détriment des sprints. Là, voilà, c'est Pidcock quasiment le coureur le plus rapide. Et ce Pidcock, il va pas faire des sprints massifs. Donc là aussi, ça risque d'être compliqué. La Groupama, on fait all-in, on va dire, plutôt sur les étapes de montagne. Paul Penwet n'a pas été assez satisfaisant à cause de sa blessure de début de saison. Peut-être qu'on l'aurait emmené s'il n'y avait pas eu cette blessure-là. Donc, on a décidé de partir plutôt sur des coureurs punchers, grimpeurs. Alors oui, on a Romain Grégoire qui a une bonne pointe de vitesse, mais encore une fois, ce n'est pas un sprinter. Donc sur les sprints massifs d'un Tour de France, il n'arrivera pas à faire la différence. Et c'est vrai que du côté de Paul Penwet, on se contentera peut-être de la Vuelta pour le français, mais l'année est difficile, hein. Seulement 14 jours de course dans les pattes pour Paul Penwet. Donc forcément, on a considéré que c'était trop risqué de l'emmener sur un premier Tour de France. Et puis je termine avec la Soudal Quick Step. Là aussi, on mise tout. Pour Remco Evenepoel, on aurait peut-être pu emmener Tim Merlier quand même à la place d'un Casper Pedersen par exemple, mais on a peut-être considéré que, alors peut-être que Tim Merlier ne voulait pas faire le travail pour Remco Evenepoel, puis on a peut-être considéré qu'enchaîner Giro Tour était trop compliqué pour Tim Merlier, qui pourtant montre qu'il a des bonnes jambes en ce moment. Donc là aussi on a privilégié la montagne et une équipe autour de Remco Evenepoel, donc pas de place pour un sprinter. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production. Ciao, ciao!